Ça commence toujours d'une façon très facile parce qu'on commence en général avec une petite ouvrière et on fait son premier modèle. Et son premier modèle, en général, il est déjà acheté avant qu'on l'ait fait. Donc, c'est déjà un début facile parce qu'on a des amis autour de soi qui attendent votre première création. Parce que c'est après que ça se complique. Ce n'est pas le premier modèle, ce n'est pas le premier démarrage qui est difficile, c'est après que ça se complique. Je pense que j'ai fait mes humanités comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai fait des études et j'aurais pu choisir des études de mathématiques et j'ai préféré choisir des études de psychologie. Et la psychologie, je l'ai pratiquée avec des enfants pendant une dizaine d'années à la Salpêtrière. Et ce qui m'a intéressé, c'est de faire du psychodrame. Et donc, l'habit renforce la personnalité. Et un jour, j'ai eu à soigner une adolescente qui était mal dans sa peau, qui acceptait mal sa féminité. Et cette jeune fille qui acceptait mal sa poitrine, qui acceptait mal ses hanches, je lui ai fait une robe en papier crépon, une petite robe noire. Et c'est un peu le début de la jonction entre la psychologie et la couture. Et pourquoi? Parce que justement, une de mes assistantes, après la séance de psychothérapie qui a duré plusieurs semaines, un soir me dit « Mais cette petite robe noire, je l'aime beaucoup, j'ai une soirée, est-ce que je peux la prendre pour aller dans la soirée où je suis invitée ?» Et donc, quand elle est revenue le lundi, après le week-end, elle m'a dit « J'ai fait un tabac avec ma petite robe, tout le monde voulait me l'arracher et j'ai été absolument ravi de la porter. » Et on lui a demandé « Qui est-ce qui t'a fait cette robe ?» Et elle a dit « C'est mon patron à l'hôpital qui a fait cette robe pour une malade et donc je l'ai portée et voilà, ça vient de là. » Mais entre le moment où j'ai fait la psychothérapie et le moment où j'ai fait la mode, il est bien évident qu'il s'est passé quelques années et que cette histoire-là, elle était un peu dans mon inconscient. Et j'ai été enseignant à la faculté de médecine de Nice pendant plus de 5 ans. Et donc, quand je suis arrivé à l'âge de 33 ans, je suis arrivé au sommet de ma carrière universitaire. J'ai écrit plusieurs livres et j'informais mes étudiants que pour réussir une vie, il faut faire au moins 2 ou 3 métiers. Et donc mes élèves me disaient « Vous êtes tellement passionnés par la psychologie, par l'analyse, par la psychanalyse que vous-même, vous n'êtes pas capable de faire un autre métier. » J'ai décidé un jour, effectivement, d'arrêter la psychologie et de me lancer dans la mode. Et donc, j'ai acheté un vieux bar qui était à Nice, rue Tonduti de l'Escarène. Le nom est important parce qu'aujourd'hui, la boutique qui était juste en face de ma boutique, elle était au musée Georges Pompidou à Paris. Parce que c'était la boutique de Ben, l'artiste. Et donc tous les jours, je passais devant chez lui, je parlais avec lui et il m'a fait rencontrer tous les artistes de l'école de Nice à cette époque-là, dans les années 84-85. L'école de Nice à cette époque-là était importante. Il y avait César, il y avait Armand, il y avait Niki de Saint-Phal. C'était une école très importante à cette époque-là. Et ces gens-là pensaient que l'art était une façon de récupérer les objets de la consommation. C'est un tout petit peu, pour donner un exemple également, ce que faisait Andy Warhol. C'est-à-dire qu'il achetait les boîtes de soupe et avec les boîtes de soupe, il faisait une œuvre d'art. Et donc c'était l'époque de la factory qui est exactement entre 83 et 87. Et donc je suis devenu, moi, à Nice, très ami avec César. Voilà. Et César est venu dans mon atelier et justement, il a récupéré par terre les bouts de cuir qui ne me servaient plus. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, dès le début de mes créations au niveau
de la mode, j'ai été baigné dans cet esprit de collaboration avec les artistes. Et ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un échange entre les vêtements que je faisais et les créations qu'ils créaient eux. Et donc je leur donnais des vêtements pour leurs petites amies et eux, ils me donnaient des œuvres d'art. Et César, à cette époque-là, m'a présenté une artiste très connue qui s'appelle Pauline Lafont et Bernadette Lafont, qui sont deux actrices que j'ai rencontrées à cette époque-là. Et Bernadette Lafont avait donc cette fille qui s'appelle Pauline, qui avait 20 ans, qui ressemblait beaucoup à Marilyn Monroe et que j'ai habillée. Ça a été ma première muse. Et donc j'ai fait mes premières photos avec elle et donc ça a été déjà un succès presque très rapide parce que la marque était déjà sur des stars, sur des vedettes et donc après le public venait à moi. Alors j'ai compris tout de suite qu'il fallait être dans l'air du temps. Le premier à recevoir des États-Unis le film de Goldfinger et qui était chanté par Charles Basset, qui chantait Goldfinger. Là. Et donc j'ai lancé, je me suis dit, un de mes amis m'a apporté la musique et je me suis dit, tout le monde va vouloir de l'or parce que c'était un James Bond que tout le monde allait voir. Et donc j'ai commencé à faire une création d'une quinzaine de modèles, de pantalons, de jupes, de chemisiers, de robes en or. Et donc ça a été un démarrage foudroyant parce que tout le monde voulait porter de l'or à cette époque-là. Et aujourd'hui c'est la même chose 30 ans plus tard. Et je pense que la saga J3 a commencé comme ça. Parce que tout de suite, je suis allé m'installer 3 mois après, 3-4 mois après, à Saint-Tropez, qui était à ce moment-là une plaque internationale où tout le monde allait et surtout les Américains. Et là, j'ai rencontré évidemment des gens très connus qui m'ont fait confiance et la première qui a été ma cliente, c'est Caroline de Monaco. Mais Caroline of Monaco, elle est arrivée dans ma boutique avec une petite robe blanche et pieds nus parce qu'à Saint-Tropez, c'était la mode de marcher pieds nus et donc elle était avec 2-3 amis et je ne l'ai pas reconnue au départ. Et elle a acheté 2 pièces en cuir et elle m'a réglé avec un chèque. Donc quand j'ai vu le chèque, j'ai compris que c'était elle. Et tout de suite, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que vous voudriez faire une photo pour moi? Ça me ferait très plaisir. Et elle m'a dit, je suis désolée, mais regardez, aujourd'hui, je suis pieds nus, je ne suis pas maquillée, je ne peux pas faire la photo pour vous. Et je peux venir demain à 5 heures et là je serai maquillée et on fera la photo. Et donc je n'ai pas cru qu'elle allait revenir. Et le lendemain, donc j'attendais qu'elle vienne mais je ne pensais pas qu'elle allait venir et donc je n'ai pas demandé à un photographe de venir. Et elle est arrivée évidemment à l'heure, à 5 heures, et elle est arrivée avec 7 ou 8 de ses copines. Et il n'y avait pas de garçons, il n'y avait que des filles. Et donc, elles se sont amusées à prendre les vêtements sur les portants et elles étaient dans les cabines à se déshabiller, à s'habiller, etc. Et ses amis étaient des gens très fortunés qui m'ont acheté énormément de marchandises et pendant ce temps-là, j'ai vite envoyé quelqu'un chercher un photographe et nous avons fait la photo avec Caroline de Monaco et j'ai toujours ces photos-là. Et cette photo-là, je lui ai dit est-ce que je peux m'en servir? Je l'ai donnée au magazine Elle en France et évidemment, elle est passée partout. Mon père était officier dans l'aviation. Voilà, il m'emmenait voir sur les terrains d'aviation les avions et je le voyais partir en avion avec son blouson de cuir. Et son blouson de cuir, quand il était à la maison, il était dans l'armoire et j'avais interdiction évidemment de porter le blouson de cuir, de porter aussi sa casquette parce que son blouson de cuir était bardé de décorations et donc je n'avais pas le droit de le mettre. Mais dès que les parents étaient partis,
comme j'étais fils unique, je transgressais l'interdit et évidemment je me déguisais en aviateur avec le blouson de cuir de mon père. Et je pense que ce qui me fait le plus plaisir aujourd'hui, où j'ai beaucoup travaillé, c'est que je porte une veste en cuir et que je porte aussi la Légion d'honneur, donc la boucle est bouclée. Quand j'étais enfant, j'étais donc fils unique et mes parents s'aimaient d'un amour fou tous les deux. Et donc j'étais quand même dans cette famille, j'étais la troisième personne et j'étais un tout petit peu à l'écart de cette passion qu'ils avaient entre eux. Et ma mère, qui était une femme aimante avec mon père, mais qui voyait que j'étais un petit garçon assez fragile, a essayé de renforcer mon moi, c'est-à-dire me donner beaucoup de choses à faire pour justement que je me développe bien et que je sois armé pour le futur. Et donc j'avais beaucoup de responsabilités dès que j'étais très très jeune. Parce que mon père étant aviateur, on changeait très souvent de lieu d'habitation. On est allé en Afrique, nous sommes allés dans beaucoup de pays, au Congo, etc. dès que j'étais très jeune. Et donc ça m'a fait voir beaucoup le monde. Mais il y avait à cette époque-là la guerre d'Indochine. Et ensuite il y avait la guerre d'Algérie. Et ma mère, qui aimait mon père, le suivait partout. Et donc moi, quand c'était dans des pays trop dangereux, on me laissait en pension tout seul. Et donc j'en avais un petit peu assez de mon enfance. J'avais envie que mon enfance se termine le plus rapidement possible. C'est pour ça que quand j'ai commencé mes études supérieures, je suis arrivé à Paris à 17 ans et demi. Et j'ai donc commencé mes études de psychologie pour apprendre à mieux me connaître et pour apprendre à mieux me renforcer vis-à-vis du monde extérieur. Parce que c'est en soignant les autres qu'on se soigne soi-même. Et pour répondre à la question « est-ce que je suis heureux du succès ?», c'est pour ça que j'ai raconté toute cette histoire. C'est parce que j'ai eu une enfance, entre parenthèses, un peu difficile, un peu seule. Et qu'aujourd'hui, avec le succès, chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je trouve que c'est un conte de fées et que c'est merveilleux. Voilà, et j'ai eu aussi la chance d'être entouré de gens sur le plan affectif qui m'ont été toujours très fidèles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais l'interview avec vous et que je trouve ça merveilleux aussi. Moi, j'habite sur les jardins des Tuileries et je trouve ça encore merveilleux parce que justement, de mon enfance, je n'ai pas eu ça et je trouve ça aujourd'hui, voilà, je suis émerveillé par la neige, je suis émerveillé par le soleil, je suis émerveillé par les créations. Je me fais plaisir et je fais plaisir aussi aux gens qui m'entourent. Et lorsque je serai un peu plus vieux, je passerai le relais aux autres et ça sera aussi un plaisir de les voir travailler de loin. La vie n'est pas un conte de fées, la vie est difficile, mais je veux dire que je peux surmonter ces difficultés, les comprendre, mais j'ai des peines et comme tout le monde, j'ai aussi du succès et j'ai aussi de l'insuccès par moments. Je pense que la mort fait peur à tout le monde parce que c'est quand ça s'arrête, mais je pense que lorsqu'on a vécu assez longtemps, il faut se fixer une date où il faut lâcher prise. Je pense que j'ai beaucoup aimé et qu'on m'a beaucoup aimé, donc j'ai beaucoup de chance. Je pense qu'on peut aimer toute sa vie, mais différentes personnes. Je pourrais détester la solitude, mais je lis beaucoup. J'adore la lecture de Marguerite Yourcenar, j'adore la lecture de Virginia Woolf, j'adore Henry James aussi. Et donc ça, les livres, on appelle ça les livres de chevet en français. Et je pense que ce sont des livres qui sont à côté de vous, qui sont à votre chevet. Et je peux vous dire que dans cette maison, ici dans cette pièce, dans cet appartement, a vécu Marguerite Yourcenar. Donc il y a quelques fantômes qui se promènent, donc je ne suis jamais seul et donc je n'ai pas peur de la solitude. Je pense que chacun doit vivre
l'expérience dont il a envie. Et contrairement à ce qu'elle dit, je ne suis pas quelqu'un de très sage du tout. J'ai vécu différentes expériences. J'étais pendant une dizaine d'années à Ibiza et je sortais tous les jours et je me droguais un peu. J'ai une certaine philosophie de la vie. Je pense qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe où. À partir de ce moment-là, je pense que c'est ça la sagesse.